Anti-slavery NGOs and human rights defenders, including activists, members of the Initiative for the Resurgence of the Abolitionist Movement, IRA Mauritania, and specifically United Nations Rights Prize Laureate and member of the Mauritanian Parliament, Honourable Biram Da Abid, continue to be victims of judicial harassment, public slander and political attacks, as exemplified by the recent stripping of parliamentary immunity to Honourable Abid on the 20th of February 2024. There was a statement, a press release from the IRA Mauritania of Belgium, which I will read to you in English. After this, as we move towards our panelists, they will be speaking in French. Unfortunately, we do not have a translator today, so I ask for your indulgence to rely on your own interpretations. Press release from IRA Mauritania of Belgium. The Mauritanian state withdraws the parliamentary immunity of MP Biram Da Abid. On February 20th, 4 months before the presidential election in Mauritania, the Office of the National Assembly lifted the immunity of MP Biram Da Abid, a leading figure in the opposition. At issue, the complaint filed by the leader of the Union des Forces de Progrès party, Mohamed Gouloud, against Biram Da Abid for defamation and abuse. In a video clip, Biram Da Abid answered a journalist's question about the distribution of financial support that the candidates had received from businessman Mohamed Bouatamou during 2019 presidential election. The presidential election of June 2024 fuels tensions between the government and the opposition, largely represented by MP Biram Da Abid, within the still banned RAG party. All means are used to discredit the democratic forces, which are increasingly undermining the foundations of the powers in place. Lifting the parliamentary immunity of the MP is the first step. So what is next? Faithful, though, to his convictions as a Democrat, Biram Da Abid had indicated recently that he was not a candidate in the June presidential election, but that he was awaiting the collective decision of the opposition parties to nominate the candidate, or the one who would lead this fight. Proof, if any, were needed that, contrary to what his detractors claim, Biram Da Abid works for his country's accession to real democracy and not to satisfy individual aspirations. In mid-February, he went to Rikiz, 50 kilometers from Rosso, to support the Haratines who were robbed of their land by their masters with the connivance of the authorities. For generations, these populations of freed slaves had worked the lands of the white Moors of the Tajakant tribe. As part of the development project for this region and Lake Rikiz, the distribution of land demonstrated that the state took the side of the Arab Berber feudalists. Despite their demands on the imprisonment of the protesters, of the 106 hectares to be distributed, the Haratines only received 26 hectares. On all fronts, Biram Da Abid's commitment is that of a pacifist, convinced of his rights and his positions, which occasionally has him nicknamed as the Mauritanian Mandela. Reacting to his lifting of parliamentary immunity, Biram Da Abid said, and I quote, "I promise the Mauritanian people that I will defend free democratic play which is being attacked by a system that has no confidence in it. Now the confrontation is between us and those in power. It's a battle for an alternate Mauritania, for the effectiveness of democracy, and to indicate that the fight will be waged before the courts and even in the depths of the prisons. 4 months before the presidential election in Mauritania, the government and the opposition are starting to sharpen their weapons. However, we note with concern the silence of the European Union partners on the violations of human rights and democratic rights in Mauritania, despite the significant funding received by the Mauritanian regime, unfortunately very corrupt, from the European Union. This regime bans political parties, refuses to punish slavery and racist offences, represses peaceful demonstrations, persecutes defenders of human rights, refuses the granting of civil status papers to its discriminated citizens, and establishes corruption and mismanagement as a system of governance. Elections in this country are largely subject to fraud and bias, but this does not stop Europe's leaders from glorifying this great prison, this country of arbitrariness and inequality in democracy and the rule of law. Without further ado, to introduce the first speaker on our panel, Mr. Jeddou Abdel Wahab,
who is an anti-slavery activist and the president of the IRA Mauritanian in Belgium. Over to you, Jeddou. Merci, Madame la Présidente Tara Orgedi. D'abord, je vous remercie toutes et tous d'être venus et participer avec nous. Et je veux vous lire une déclaration du président député Biram Dahabed après la levée de son immunité parlementaire le 20 février 2024. Je promets au peuple mauritanien que je vais défendre le libre jeu démocratique en train d'être attaqué par un système qui n'a pas de confiance en lui. Maintenant, la confrontation, c'est entre nous et le pouvoir esclavagiste, raciste et féodal de Ghazouani. C'est un combat pour l'alternance en Mauritanie, pour l'effectivité de la démocratie. Notre lutte pacifique sera menée devant les tribunaux jusque dans le fin fond des prisons. Alors, depuis la levée de son immunité parlementaire, une énorme solidarité qui s'organisait derrière lui, notamment les élus des 4 groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale de Mauritanie, le parti Tawassul, Sawar, AJDMR et Espoir Mauritanie, et aussi les organisations de la société civile et non gouvernementale, et aussi beaucoup de personnalités mauritaniennes qui sont aussi venues s'exprimer leur solidarité totale avec lui envers cette attaque injuste contre le président Biram Dahabed. La levée de l'immunité parlementaire du député Biram Dahabed a pour objectif de le diaboliser et l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles mauritaniennes prévues le mois de juin prochain, en utilisant le président du parti politique pour cacher la main du pouvoir de vouloir empêcher la candidature de Biram Dahabed, qui est le vrai opposant du pouvoir en place. Et du coup, je vous remercie et je donne la parole à Madame la Présidente pour passer à notre ami. Merci. Merci, Mr. Abdel Wahab. Our second speaker, I would like you to welcome Mr. Hamadi Diarra. He is the charge de mission of the IRA in France. Over to you, Hamadi. Bonjour à tous, bonjour Madame la Présidente, bonjour à tous d'être venus. Donc, Diarra Hamadi, chargé de mission près de IRA France. Nous, c'est avec une profonde préoccupation que nous avons appris la levée de l'immunité injuste et de notre président Biram Dahabed. Le bureau de l'Assemblée nationale a enlevé son immunité le 20 février 2024. Considérant la nature du timing de la plainte qui sévit, des prétextes à cette regrettable décision, tout laisse apparaître qu'il s'agit d'une manœuvre politicienne, dont le seul motif est de nuire à un leader charismatique qui incarne de plus en plus des aspirations profondes au changement de la population mauritanienne, victime de toute forme d'injustice et de discrimination. Toutefois, cette manœuvre de division, de diversion ne pourra jamais détourner le peuple mauritanien de son objectif majeur, à savoir un état de droit où tous les citoyens jouiront des mêmes droits sans distinction aucune. Je vous remercie.
Merci à vous, Monsieur Diarra. Our final Mauritanian speaker this afternoon is Mr. Hanoune Vincent Diko, also an anti-slavery activist, technician for energy and climate systems in France, and the Secretary General of the Association of Hartines of Mauritania in France. Over to you, also. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci à l'assistance. Alors, moi, je vais vous brosser un petit peu la situation des droits de l'homme, de l'état de droit, des démocraties en Mauritanie. Donc, je m'appelle d'abord Hamadi Diarra. Je suis le secrétaire général de l'association des Haratoum de Mauritanie en Europe. Cette association, on l'a créée en 2011, justement. C'était pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le caractère de discrimination et de l'esclavage qui est sur les Haratoum. Et que, par ricochet, que l'État mauritanien cachait au monde entier qu'il est considéré comme des Arabes alors qu'ils sont considérés comme des bestiaux. Alors, chers panélistes, la campagne pour la protection et la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit et de la justice internationale ne doit jamais cesser, car c'est une campagne juste pour l'équilibre mondial. La Mauritanie est un état d'apartheid, je le répète très bien, la Mauritanie est un état d'apartheid. Arabo-musulman, paisiblement installé dans les Sahel depuis 1960, qui attire la confiance aveugle des grandes nations démocratiques et du monde libre. Voilà quelque chose qui nous préoccupe depuis plusieurs années. Comment peut-on promouvoir la paix, la stabilité, assurer la sécurité des peuples, le respect des droits de l'homme, lutter contre l'esclavage, le racisme et de toute forme de discrimination en soutenant une dictature raciale dans les Sahel? Comment peut-on mettre fin à l'immigration illégale si l'Europe apporte son soutien financier colossal à un État comme la Mauritanie qui ne respecte rien? Les élections ont été toujours entassées par la fraude massive. Les différents régimes, les différents dirigeants de la République islamique de Mauritanie refusent systématiquement de reconnaître les abolitionnistes que nous sommes de l'esclavage. Le premier mouvement de libération et d'émancipation des esclaves s'appelle El Hor, ce qui veut dire la liberté, qui se traduit par la liberté. Il a été créé clandestinement en 1974 par le docteur Hamadi Diarra, qui est le président de notre association, et accompagné de l'ambassadeur Bilal Mourzek et sa petite sœur. Paix à son âme puisqu'il est décédé. 50 ans après, mesdames et messieurs, ce mouvement n'est toujours pas reconnu. L'ONG anti-esclavagiste SOS Esclaves Mauritanie a été créée en 1995. Elle n'a eu sa reconnaissance qu'en 2005, après plusieurs années de lutte. L'association des Haratoum de Mauritanie en Europe a été créée en 2001. Elle n'est toujours pas reconnue en Mauritanie après 23 ans d'existence. L'ONG anti-esclavagiste, l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste IRA, créée en 2008 par un groupe d'activistes dont Jeddou Abdel Wahab, président de l'IRA, n'a eu son attestation de reconnaissance définitive que le 31 décembre 2021, après 13 ans de lutte sans relâche. Les lois criminalisant l'esclavage, qui exigent un peu partout, et les racismes sont faits pour tromper l'opinion internationale et séduire les bailleurs de fonds. Les opposants noirs mauritaniens sont privés des partis politiques pour les empêcher d'être des concurrents aux arabo-berbères. Jeddou Abdel et ses camarades de lutte ont créé le Parti de la refondation pour une action globale, RAD, en 2013. Le gouvernement mauritanien refuse de leur donner son agrément depuis 11 ans maintenant.
Ce 13 février 2024, le député Biram Abeid est victime d'une plainte abusive pour diffamation. La plainte est déposée par le leader d'un parti politique qui complote avec le pouvoir pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle prévue en juin 2024. Son immunité parlementaire a été enlevée par le bureau de l'Assemblée nationale le 20 février 2024. L'objectif est de lui fabriquer un casier judiciaire pour l'empêcher de briller dans les prochaines échéances présidentielles, ainsi que toutes les autres échéances futures à venir. En 2023, plusieurs jeunes noirs ont été tués froidement dans des commissariats de police, à l'exemple de Soufi Oulchein, Oumar Diop, Mohamed Lemine ou Samba. Ça, ce sont des jeunes qu'on a froidement tués dans des commissariats. Les auteurs de ces odieux crimes sont tous des fonctionnaires de la police. Certains policiers auteurs de crimes sont libres et continuent à exercer malheureusement dans la police sous la couverture du ministère de l'Intérieur et la direction de la Sûreté nationale. En 1989, l'État mauritanien a tué plusieurs milliers de ses citoyens poulards et déporté plusieurs milliers d'autres vers le Mali et le Sénégal. L'État parti refuse de juger les criminels qu'il protège par une loi d'amnistie depuis 1993. D'ailleurs, pour votre information, l'actuel président de l'Assemblée nationale est soupçonné d'avoir lui-même tué et torturé des militaires froidement et on n'a jamais demandé à lever son immunité. Par contre, le président Biram, il suffit de peu, il suffit peut-être, allez, j'exagère un peu, d'une petite vidéo coupée à multitude de secondes et on les traque comme si c'est un terroriste, on les déshabille devant la terre entière, on l'enlève son immunité pour juste les juger et les traiter devant par terre. Voilà, je vous remercie. Nous sommes ouverts aux questions. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous, Vincent. I would like to open to the floor for questions, if there are any. Thank you. Go ahead. Please introduce yourself, please. Yes, hi. I'm Tanya Bukhari, a legal consultant with the Mission of Palestine. Thank you for these interesting presentations. Merci, messieurs, de vos présentations intéressantes. C'est très concernant ce que vous dites. Dans quelle mesure est-ce que vous avez un soutien des organisations internationales de l'ONU pour ce combat contre l'esclavage? I'm asking to what extent have you called upon UN organs or other international mechanisms to support you or the eradication of slavery in Mauritania? Thank you. Okay. On peut répondre? Yeah, absolutely. Alors, Madame, je vous remercie, la représentante de la Palestine. On espère vraiment qu'il y aura la paix entre les deux voisins. On regrette vraiment ce qui se passe, mais on est très très diminué. On ne peut pas vraiment faire grand-chose. Pour le soutien des Nations Unies, oui, effectivement, les Nations Unies a toujours soutenu, a toujours poussé, a toujours voulu accompagner l'État mauritanien à prendre des mesures fermes ou à essayer en tout cas de faire quelque chose. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui se traduit par cette loi qui existe, qui depuis en 1981, nous n'avions que une loi qui donnait plutôt l'indemnisation au nom de la charia, l'indemnisation des victimes, des maîtres à la place des victimes. Il a fallu beaucoup de missions des Nations Unies, mais avec vraiment beaucoup d'objections et de fracas
pour que les Nations Unies puissent élaborer une feuille de route qui est aujourd'hui cette loi qui est là et encore qu'on refuse d'appliquer. On est là, on cache les choses. Par rapport aux organisations internationales, effectivement, on a beaucoup d'organisations qui nous soutiennent. Mais vous savez, quand un État ne veut pas vraiment faire les choses, vous y connaissez quelque chose, donc ce n'est pas facile, malheureusement. Mais les Nations Unies, je rappelle quand même, en 2013, si j'ai bonne mémoire, le président Biram Dabeid a été primé par les Nations Unies. Il a eu le prix des droits de l'homme. Donc c'est très symbolique parce que ce prix, il n'est pas donné à n'importe qui. Il faut remarquer aussi qu'il s'est très bien distingué par son combat pacifique de non-violence. Voilà. I'm just going to answer to this, and again, on behalf of the State of Palestine, I'd like to say that we condemn all impunity for human rights violations of all kinds, and reject oppression and racism and colonialism, slavery around the world. Nous rejetons l'esclavage, le racisme et la colonisation dans le monde entier. And we have lots of states here coming, saying things. And I just want to say that we hope, for the sake of all the oppressed people in the world, that actions follow words. And we wish you good luck in your battle. On vous souhaite bonne chance et souhaitons que les actions suivent les mots. Merci. Merci. Thank you for your question. I think that it's very poignant that the first side event at this session of the Human Rights Council, where we are, the first question from the floor at the first side event is brought by yourself on behalf of Palestine. And I have to say that in my own capacity as an individual, as an Irish person, that I extend on behalf of my people in Ireland, nothing to do with diplomacy or governments, but the people of Ireland absolutely stand with you and are greatly grieved by the terrible suffering throughout your lands. And thank you for your question. I also wanted to mention to the Mauritanians who are here that our Secretary General, Niccolo Figi-Talamanca, who was arrested and detained arbitrarily last year, who continues to have no access to justice and no conclusion of the court case that has been made against him and others. And neither does he have redress for the suffering that was caused to his family and his children, and also the reputational damage that was done to him and to the organization. He sends his greetings and his gratitude to all of you for your solidarity during that time. And it is a great honor for us that you wanted to join us for this event today. So I would be remiss not to mention that to you, as much as I would be remiss not to mention about our feelings on Palestine. Do we have any other questions from the floor, ladies and gentlemen, excellencies? Yes, the United States, please. Thank you very much for your presentation. I was looking back at the United States' recommendations to Mauritania in the last round of the Universal Periodic Review, a helpful process here in Geneva where countries make recommendations to other countries about their human rights records. And we focused heavily on the challenge of slavery, in particular call for more prosecutions, efforts to prosecute and convict slaveholders under the 2015 anti-slavery law and the 2020 law on prevention and punishment of trafficking persons. So I wanted to mention those two laws, get reactions on how those laws are being implemented or if they're not, and what you would recommend whenever Mauritania is up for its UPR about a year or so from now, concrete recommendations on how to address the issue of slavery, which is an issue there, but an issue in many countries as well. Thank you. Thank you for that. Just give me one moment to ensure that it's translated. Thanks. Can you translate? Excuse
Vincent, if you'd like to answer first, go ahead. No. Sorry, Jeddou. Merci pour votre question. D'abord, nous, en Mauritanie, ce qui nous manque, ce n'est pas les lois. Nous avons beaucoup de lois qui condamnent l'esclavage, le racisme. En Mauritanie, dès qu'il y a une loi internationale ou quoi qu'il soit, elle signe directement pour avoir des subsides, pour avoir des financements, pour avoir des privilèges. Mais en réalité, pour l'application des lois, c'est ça qui manque et c'est ça qui bloque. Parce qu'en Mauritanie, l'esclavage en Mauritanie, c'est un crime contre l'humanité. C'est considéré comme un crime contre l'humanité. C'est constitutionnel. Donc c'est vraiment, on est beaucoup avancé que d'autres pays sur ce plan-là. Mais le problème, en Mauritanie, ils ont créé des tribunaux spéciaux pour l'esclavage. Mais devant ces tribunaux, il y a 365 cas, des dossiers qui sont classés. Et les gens attendent. On a accompagné beaucoup de personnes victimes d'esclaves, mais ils sont toujours dans l'attente, il n'y a pas de décision. Et les esclavagistes sont dans la nature, ils ne sont pas condamnés. C'est pour cela que les gens ils n'ont pas peur, comme il y a l'absence de l'application des lois. Et ça, vraiment, qui bloque notre travail. Encore, il y a la diabolisation des défenseurs des droits de l'homme. Notamment, notre mouvement, le président Vincent Diko Hanoune, il a déjà fait de prison 4 fois pendant les 10 dernières années. Donc, et c'est pour cela qu'on continue notre combat pacifique, parce que nous, on voulait le changement de manière pacifique. On voulait le changement dans l'intérêt de tous les Mauritaniens et les Mauritaniens. C'est pour cela qu'on est obligé de résister, de continuer à combattre pacifiquement et de tenir le coup. Parce que le gouvernement utilise toutes les méthodes pour diaboliser, il trompe des défenseurs des droits de l'homme, il essaie de jouer sur tous les cartes. Et au niveau international, il signe les accords, il montre qu'il fait des choses. Mais s'il y a quelque chose qui est fait, les gens vont sentir, on va sentir sur le terrain. Alors qu'en réalité, la Mauritanie, c'est aussi l'exclusion sociale des Noirs mauritaniens. Les Noirs mauritaniens sont victimes d'exclusion sociale. Au Parlement mauritanien, tu as 170 ou plus de 170 députés. Les Noirs mauritaniens ne représentent pas 15% du Parlement, alors que les arabo-berbères en Mauritanie représentent 20% de la population, alors que la majorité, ce n'est pas représenté. Et ça, c'est valable si on regarde les juges, parmi les 200 et quelques juges, il y a juste 20 juges noirs. Et si on regarde les généraux, tu as quasi un général sur 45 ou 55. Si on regarde les hommes d'affaires, si on regarde les ambassadeurs, c'est partout. On sentit que les Noirs mauritaniens sont exclus. Et ça, nous, on trouve que c'est pas juste et on lutte contre ça. Et c'est vrai, on a le soutien des États-Unis, a beaucoup investi, l'Union européenne, pour avancer les choses. Ils essayent d'encourager les Britanniques de respecter ses engagements, mais ils ne peuvent pas venir appliquer la loi si le gouvernement mauritanien ne veut pas respecter ses engagements. Donc les autres États, ils n'ont pas l'obligation, ils ne peuvent pas l'obliger de respecter ses engagements. Et je vais laisser mon ami Diko pour compléter. Does anybody in the room need a translation, a brief translation? Do we? Okay, I'm going to take it that that's a no. I know that Mr. Diko also wants to make an intervention to respond to you. Merci, Excellence. Merci, Excellence, pour votre
question qui est très très profonde parce qu'elle est essentielle aussi. Le problème de la Mauritanie, c'est les dénis. Il est là, ils ont deux discours. Un discours pour l'intérieur du pays, un discours pour tromper l'opinion internationale et le bailleur de fonds et leurs partenaires très fiables que vous êtes, les États-Unis, l'Union européenne, les bailleurs. Donc, malheureusement, comme l'a dit mon collègue, ils ont tout maquillé pour que vous ne puissiez rien voir. Par contre, les Nations Unies, quand vous consultez les rapports des rapporteurs des Nations Unies, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a un vrai souci d'application des lois. En dehors de ça, on refuse de réformer la justice. Ça, c'est très important, ce que je veux vous dire, parce que on préfère dire que c'est une république islamique, donc c'est la charia. Ici, on va ratifier les traités, les conventions, tout ce que vous voulez. Mais arrivé à l'intérieur du pays, hop, on brandit la charia. On dit que non, non, ça c'est pour des blancs, c'est pour des occidentaux, c'est pour des mécréants, on ne va pas appliquer ça. Ça ne nous concerne pas, on les signe et ils n'ont pas honte de le dire dans les télévisions, un peu partout. Ils font la campagne là-dessus. Que ça ne peut pas être appliqué chez nous. Parce que eux, ici, la charia. C'est quoi la charia? Qu'est-ce qu'elle dit la charia? Elle a complètement déshumanisé les esclaves. Puisqu'on peut vendre la moitié de l'esclave. La femme esclave, le maître peut se disposer d'elle comme il veut, et etc., etc. On est confronté à des juges qui ont eu la formation de cette charia-là, et pour eux, ils croient que les lois qui abolissent l'esclavage ou les conventions, ça, c'est pas fait pour être appliqué chez nous. Parce que c'est anti-musulman. Donc, il y a cette confrontation des mentalités aussi. Il y a aussi le refus catégorique de l'État mauritanien de recenser les esclaves. Parce qu'il nous faut des chiffres. Les seuls chiffres que nous avons, ça date des années de la colonisation. C'était la France qui estimait que les victimes de l'esclavage, ceux qui étaient des esclaves, représentaient 45% de la population. C'est quand même important. Et sans compter les autres noirs qui sont eux aussi victimes de discrimination. Mais n'exclut pas qu'eux aussi, ils ont leurs esclaves. Ce n'est pas une question de couleur. Donc, toutes les communautés, dans leur hiérarchie, il y a malheureusement des esclaves. Et ce sont les féodalités, les esclavagistes qui ont l'État et qui sont tous, à un moment donné, d'accord à ce que l'esclavage continue. Que vous soyez noir ou blanc, puisque ça vous arrange. Le noir, il a ses esclaves, il ne veut pas s'en débarrasser. Le blanc, il a ses esclaves, il ne veut pas s'en débarrasser. Et c'est eux qui ont l'État. Et c'est eux qui sont nommés des ambassadeurs que vous voyez ici, le peu de noirs que vous voyez qui sont nommés à travers, en réalité, c'est des noirs aussi qui sont issus de la haute hiérarchie aristocratique. Voilà, donc j'espère que ça peut vous donner quelques idées quand même. Merci. We have time for another. We have time for another question or two. Is there any? Can I add an accommodation? Absolutely, Marco. We don't see the light. I think, as a former member of parliament, I think the manipulation of parliamentary immunity should also be a topic for discussion. I know UPR, it's a complicated system, and you don't have much time to say things, but the way in which this persecution is happening is a massive violation of all possible rules. I know the UN doesn't have any power to impose anything on sovereign states, but still, we need to highlight the fact that if a member of parliament has immunity concerns everything he or she says or does while in office, and defamation is certainly something that should be protected by, because
it's considered defamation after a trial, not before everything happens. The last thing, and thanks to the question posed before by Palestine, I think the engagement of international organizations, especially in the census, is crucial, because having numbers of the dimension of the phenomenon is very important for international organizations that are monitoring what's happening or funding the national activities to identify what the problems are and what needs to be done to try and address them in a non-political way. So. Thank you, Marco. I see no hands raised. So I would like to, I'm going to come back to our panelists to ask them if they themselves have any closing remarks before I hand over to Marco for summary, please. Go ahead. Merci. Et je vais dire par là aussi que la plupart des Mauritaniens aujourd'hui, les descendants d'esclaves, ne sont pas d'identité. Ils n'ont pas d'identité. Ça fait plus de 13 ans qu'il y a un recensement qui ne dit pas ça. Donc ils sont Mauritaniens, mais ils sont sans identité en Mauritanie. Et ces enfants-là, plus tard, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Sans identité, ils ne peuvent pas aller à l'école. Sans identité, ils ne peuvent pas apprendre un métier. Sans identité, ils ne peuvent pas voyager. Donc, ça veut dire qu'eux, ils vont rester encore esclaves. C'est pour ça que l'État mauritanien ne veut pas recenser la population ici de cette descendance d'esclaves. On peut dire aujourd'hui, il y a des chiffres qui donnent à peu près 500 000 personnes ne sont pas recensées encore en Mauritanie. Et ça fait plus de 13 ans que cet recensement a commencé. Donc, ce qui se passe en Mauritanie, il n'y a que ceux qui sont en Mauritanie qui pourront vous le décrire. On ne peut pas le décrire. C'est très grave. Thank you. Would you like to add anything, Jeddou? Yourself also? Do you have any closing remarks that you would like to make? Oui. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est juste un appui à ce que vient de dire mon collègue. Un recensement d'une population de moins de 5 millions, j'exagère peut-être, de moins de 5 millions qui dure depuis en 2011. Depuis en 2011. Là, le président actuel, le gouvernement actuel, a clos définitivement, soi-disant, l'enregistrement des populations biométriques. Sauf que on a encore des milliers et des milliers, voire des millions, des petits millions, puisqu'on n'est pas trop nombreux, qui ne sont pas enregistrés. Et ils ont dit à la télévision, ils n'ont pas eu honte de faire la campagne en disant que voilà, ceux qui ne sont pas recensés, même le petit animal qui est attaché à la maison est mieux que, parce qu'ils sont exclus, ils ne sont plus mauritaniens, c'est des apatrides. On a beau les expliquer qu'il est interdit par les Nations Unies, par les traités, par tous ceux qui ont signé, leurs engagements internationaux qu'ils ont signés, qu'il est interdit de rendre sa population des apatrides. Mais malheureusement, puisqu'ils font des choses énormes, et qu'il n'y a pas de poursuites, il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien, donc ils se sentent en liberté. Et c'est vraiment regrettable. Et il y a une autre arme, ils ne veulent pas recenser les populations pour lui donner des papiers d'identité parce qu'ils savent que la population va voter contre eux. Ils ont fait un recensement depuis 11 ans, ou 12 ans même. Ce recensement n'est destiné qu'à se créer un fichier électoral où même s'ils ferment les yeux sans faire rien, ils vont gagner des élections. Voilà ce qui bloque en réalité l'enrôlement biométrique des populations. Merci. Merci. I'd like to hand the floor to Marco to summarize
before we will be leaving the room in a couple of minutes. They're keeping very strictly to time this session. Go ahead, Marco, please. Thank you. I don't see the light, but I didn't even know that we were in the age of Aquarius, so I think so a lot of things that I'm learning today. I am a former member of the Italian Parliament. I've been a senator from 2008 into 2013. And I've visited Mauritania when Biram was in jail. He has been arrested many, many times, and one of the reasons why he's not with us today is because he was fearing to be stopped at the airport by the police because perhaps he was escaping this investigation that will be happening against him very soon. It's actually ongoing. And as has been said many times, one of the reasons why this investigation is ongoing is because there are presidential elections in June this year. And Biram has already participated in presidential elections as well as parliamentary elections in the past. When we were in Mauritania with another colleague from the Italian Parliament, who is now the head of the Office of Human Rights and Democracy at the OSCE and a former member of the European Parliament, we had the opportunity to meet with everybody. The Office of the President, the Minister of Justice, the Minister of the equivalent of the Minister of the Interior, and the Minister of Foreign Affairs. And everybody told us what we've heard today. We have the law in our books. You have to understand there is a cultural problem here and there, but with time passing, things will change. And things have not changed, not only because we read from time to time that people have been harassed, if not killed or put in jail, but because the leaders of the organization cannot be registered their organization as such in their country, or when they run in parliamentary elections, their rights are denied. Mauritania is becoming a crucial state in the African continent these days. It's the rotating president of the African Union. If you have in mind the geography, it borders with Western Sahara, with Algeria, with Mali, and with Senegal. Now, you can take an easy guess on which country is stable in the region. Not one of those that I have mentioned. So we need to try and pacify the neighbors of Mauritania. And how do we do that? The European Union, and I'm very glad to have two founding member states of the European Union in the room today, is now negotiating a treaty with Mauritania along the lines of the one that it has signed with Tunisia. So there's absolutely no interest in the human rights of people that move from one part of the world to another, as long as stability is allowed to happen in that part of the world. Mauritania, to this day, was not even known when there were political discussions at the European Union. I've been also working as an assistant to members of the European Parliament 30 years ago. Now it's becoming a subject or an agent of these discussions, and we have to put additional pressure, not only on Mauritania, but also on the other countries that want to deal or are dealing with Mauritania, US included. And thank you very much for your presence and questions, and offer to pose questions to Mauritania when the UPR will be coming soon, because the situation is going backwards, not forward. Tara told us that the Secretary General of our organization has been imprisoned for 2 months in Brussels, in Belgium, in a scandal that has been known as Qatar Gate, because apparently Qatar was trying to bribe the members of the European Parliament to change paragraphs of parliamentary resolutions to try and lessen the criticism on Qatar on the eve of the World Cup in their country. There are also 2 other countries within that scheme that is not being proved that there's been a scheme, but certainly there are in the minds of the prosecutors in Belgium, there is a scheme. One is Morocco, and the other one is Mauritania. Apparently Mauritania has been given 200,000 euros to members of the European Parliament not to award the Sakharov Prize, which is the European Nobel Peace Prize, to Biram in 2020. So it may be a small country and nobody knew the name of the country before, but they have a very active diplomacy.
Now, this is certainly not a side event against the member state of the European Union, far from it. We want to share with the audience what is going on behind closed doors or here and there, that is certainly targeting one specific individual, but at the same time depriving, if not containing, the human rights of hundreds of thousands of people in that country. Now, if Mauritania is becoming the new Niger, because the movement from people from Southern Africa or East Asia or Central Asia will not go through Agadez but through Mauritania, we have to keep a watchful eye on that situation, because things can get more complicated than they already are today. Thank you very much. Thank you, Marco. We appreciate all of you being here, for joining us this afternoon, and we look forward to seeing you at other events that we host in the future. Your continued solidarity, and we wish you every success in this current session of the Human Rights Council. And my gratitude to all of our panelists. Thank you for coming from such a long way. And if I could indulge you with a round of applause, please.